Bonjour, bienvenue sur Lueur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux repoussants, au lait, à ce qui nous fait peur et aussi un peu au sexe que nous aimons en général, mais qui nous fait peur également, ou qui du moins fait peur à toutes les religions et sociétés organisées depuis des milliers d'années. Pour faire le lien entre le monde des vivants et celui des morts, il existe, selon les traditions, bon nombre d'entités qui revêtent un rôle essentiel dans ce passage. Parfois, ces entités ont forme humaine, comme le passeur du Styx, Charon, et très souvent, ce sont des animaux qui soit gardent les portes de l'enfer, comme le chien Cerbère, ou guident les décédés vers l'autre monde, comme souvent les oiseaux et les papillons. D'ailleurs, le neurologue bien connu, Eben Alexander, a décrit son néomie avec l'apparition d'un papillon qui vient le guider dans l'autre monde. Tous ces animaux donnent une idée d'espoir, de beauté et de transition, le papillon incarnant au mieux cette transition alliée à la beauté. Mais si de ce côté-ci du monde nous aimons ne considérer que le plus bel aspect de ce qui nous entoure, d'autres cultures ont décidé d'inclure le laid, le vil et l'effrayant dans la leur, en n'ayant pas peur d'inclure ce qui nous fait peur ou ce qui nous dégoûte dans leur panthéon. Les hindous semblent avoir développé une approche englobante et non jugeante de ce qui constitue le bien ou le mal, le sale ou le sacré. Tout, du plus vil au plus pur, semble baigné dans le sacré le plus sublime. C'est d'ailleurs une des impressions les plus vives quand nous autres occidentaux débarquons en Inde pour la première fois. C'est cette proximité entre le laid, le beau, le pourri, le frais, le puant et le parfumé. Je crois qu'il n'existe pas, à ma connaissance, d'exemple plus parlant de ce mélange des sacrés ailleurs sur notre planète. Quand vous vous baladez dans les rues de Calcutta ou de Varanasi, vous allez voir la misère la plus sombre et les sourires les plus larges dans le même regard. Vous allez sentir au coin d'une rue un encens rare et déboucher sur une impasse où les immondices se sont accumulés depuis des années. Vous allez aux abords du Gange voir les cérémonies funéraires avec des bougies délicatement posées sur l'eau, des fleurs accompagnant les corps qu'on immerge, côtoyer les femmes faisant la lessive, les hommes se baignant de manière soit rituelle, soit pratique. Un autre jettera l'emballage de son déjeuner dans l'eau à quelques mètres d'un service funèbre. La vie côtoie la mort dans une simplicité déconcertante à nos yeux d'occidentaux. Il y a aussi le temple de Karni Mata dans le Rajasthan, où les rats sont vénérés comme des divinités, où il est bon d'aller leur offrir du lait ou toute autre friandise, et honneur suprême de manger un morceau précédemment entamé par eux. Et n'allons pas croire, comme occidentaux bien assis, que c'est par manque de culture médicale et de compréhension des mesures d'hygiène que les Indiens ont gardé ce genre de tradition, car les temps changent, et aujourd'hui, l'Inde est le pays qui forme le plus de médecins par année dans le monde, soit 50 000 contre seulement 18 000 par année pour les États-Unis. Les rats, selon cette tradition, sont considérés comme des animaux psychopompes, car ils ont permis, selon la légende, le retour d'un mort humain sous la forme d'un rat, à la condition de rester dans ce cycle de renaissance exclusif, d'humain à rat et de rat à humain pour toujours, sans autre incarnation possible. C'est donc un sacrifice et en même temps une mission, car il est nécessaire que des choses soient éternellement reconduites pour qu'elles aient de l'efficacité. C'est ce qu'on a tellement de difficultés à comprendre quand on est jeune ado et qu'on doit faire son lit, alors qu'il faudra le défaire le soir même et le refaire le lendemain. Pourtant, toute notre vie, il faudra le faire et le défaire, et si nous décidons de ne jamais faire notre lit, nous serons rattrapés par d'autres tâches qui ne nous laisseront pas autant de liberté, mais qui seront tout aussi répétitives. Personne n'y échappe. Il existe donc des êtres qui se sont spécialisés dans ces cycles répétitifs et qui, par leur sacrifice, permettent l'évolution du monde. Et
À mon sens, il existe un animal honni, détesté, repoussant sous toutes ses formes, à qui pourtant nous devons notre vie et notre survie. Je veux parler des mouches. La mouche commune, la mouche domestique, Musca domestica. C'est l'insecte ayant la plus vaste répartition dans le monde, des pays les plus chauds aux pays les plus froids. Elle va partout où l'homme va, ou plutôt nous allons partout où elle va, car elle existe depuis avant nous. Chaque femelle peut pondre 1000 œufs par ponte, œufs desquels sortiront des asticots une journée après la ponte, soit un cycle de reproduction très rapide. Cette joyeuse pouponnière offre, il faut bien le dire, un spectacle assez repoussant. Il est clair qu'une portée d'asticots s'ébattant sur un morceau de viande en décomposition n'est pas l'image la plus belle à notre imagination. Des scientifiques ont autrefois calculé ce qui se passerait si une seule paire de mouches pouvait se reproduire sans limite ni mortalité pour leur progéniture. Le résultat ? Ces deux mouches en seulement 5 mois produiraient 191 quintillions et 10 quadrillions d'asticots qui deviendront des mouches, ou pour le dire autrement, 191 milliards de milliards de milliards et 10 milliards d'individus. Suffisamment pour entièrement couvrir la planète, et ce, sur plusieurs mètres de profondeur, 18 mètres dit-on. Tout cela grâce au sexe, à la reproduction sexuée. La mouche, en se reproduisant, permet un assainissement constant de la planète. Son cycle de vie, court par rapport au nôtre, offre un renouvellement extrêmement efficace des ressources que composent les choses dont nous ne voulons pas. Une fois passé le stade larvaire, les asticots deviennent des mouches et elles sont de véritables trésors d'ingénierie. Leurs ailes peuvent battre à la vitesse de 12 000 coups par minute. Elles sont capables de décoller dans toutes les conditions, même en marche arrière, atterrir sur presque toutes les surfaces, la tête en bas ou en position verticale. Et selon l'entomologiste russe Andrei Brodsky, je cite, « Si l'on s'en tient aux lois de l'aérodynamique actuelle, l'insecte ne devrait pas voler, mais il vole. » Et plus loin, d'ajouter « Si nous pouvions réussir à déterminer l'aérodynamique du vol de l'insecte, soit nous trouverions des imperfections dans nos théories actuelles, soit nous découvririons que l'insecte possède une façon encore inconnue de produire de la portance. » Fin de citation. La mouche parcourt donc entre 11 et 32 km en une vie de 2 semaines à 1 mois. On estime la population totale de cet insecte à 17 millions de milliards d'individus. Si on multiplie par 10, ce nombre 10 étant le nombre de kilomètres minimum que parcourt une mouche dans sa vie, on obtient 170 millions de milliards de kilomètres, soit plus de 4 milliards de fois le tour de la Terre. Et comme ces insectes dépassent toutes les capacités humaines de technologie de vol et de réutilisation des déchets, on peut dire qu'elles transforment nos immondices en heures de vol, patiemment, tout le temps, sous notre regard dégoûté. Oh, combien nous serions autrement dégoûtés d'être mis face à nos déchets sans elles. Alors que certains animaux sacrés sont considérés comme psychopompes, car accompagnant du monde des vivants au monde des morts, on pourrait dire que ce petit animal est psychopompe. D'ailleurs, il est considéré comme tel selon certaines traditions, car il permet la transition du vivant au mort et du mort au vivant. En cela, ce petit animal si insignifiant détient en lui la clé de notre survie. Je me rappelle d'ailleurs d'un petit strip de BD en 3 cases que j'ai lu quelque part où on voit un asticot qui se décrit comme un pauvre petit être sans conséquence, qui ne mange que des choses avariées et des déjections, et qui sur un grand sourire, dans la dernière case, dit « Mais un jour, je vous mangerai ». C'est à l'aune de ce que nous ne voulons pas voir que l'on peut comprendre au mieux la société dans laquelle nous vivons. Car oui, le repoussant est une décision sociale. Les rats du temple de Karni-Mata ne sont pas repoussants pour les Indiens qui viennent y prononcer leur vœu de mariage. Le repoussant est aussi une décision quand il s'agit de décider ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas
dans notre société. Les religions de tout temps et de toute obédience ont eu leurs tabous et notre société actuelle a également ses propres tabous, car il n'est pas possible de parler positivement de certaines choses, voire même d'en parler de manière neutre, sans faire naître une gêne. Tout comme il n'était pas possible de parler de manière positive de plaisirs sexuels pendant longtemps. Notre société est pleine de tabous, mais nous refusons de les voir comme des tabous, car officiellement tout peut être dit, tout peut être débattu. Mais en réalité, il existe des pressions sociales très marquées qui délimitent clairement les discours et séparent ce qui peut être dit de ce qui ne peut pas l'être. Nous savons tous où sont ces limites et nous savons ce qu'il ne faut pas faire et dire selon le dogme ambiant. Aujourd'hui, si quelque chose est dit au nom de la science, il est très difficile de proposer une approche alternative, même scientifique, si elle n'est pas majoritaire. Rupert Sheldrake, un biochimiste et biologiste cellulaire qui a été désigné comme un hérétique par le journal The Guardian, relève une attitude quasi religieuse de notre société en dénonçant les 10 dogmes de la science actuelle. Parmi ceux-ci, la croyance que l'on connaît la nature de la réalité, qui est forcément matérielle, ou encore que la télépathie n'est pas possible. Son livre Science Delusion dénonce ces dogmes qui fondent la vision actuelle du monde, mais qui ne sont parfois que des postulats métaphysiques et pas des preuves. On s'empare aussi de la science pour faire passer des idées politiques, comme Johnstone l'exprime dans son livre La science en otage. En tant que discipline, la science n'est pas et ne peut pas être dogmatique. Elle est seulement une méthode qui, si elle est appliquée selon des règles bien précises, est parfaitement valable. Mais nous restons des humains qui ont besoin de certitude et il est très tentant de lui faire dire ce que notre société veut croire. La science nous éblouit par ses magnifiques découvertes et continuera à nous éblouir. Mais devons-nous, comme le papillon de nuit devant la lanterne, être éblouis par sa flamme et mourir de fascination et d'épuisement au petit matin, ou devons-nous regarder ce qu'elle éclaire de son feu et choisir notre chemin? Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à la prochaine, ciao.